Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial et qui reçoit pour vous le député national Léonard Okitundou pour décortiquer justement la déclaration de principe signée entre le gouvernement et l'AFC M23 à Doha, une déclaration de principe qui alimente les conversations parfois à bâton rompu dans les rues, dans les états-majors politiques et même dans les milieux scientifiques. Et c'est la raison pour laquelle nous vous avions fait venir sur ce plateau un expert, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre des Droits humains et ancien sénateur. Aujourd'hui, il est député national honorable chez Okitundou. Bienvenue. Merci. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. On a signé la déclaration de principe à Doha entre le gouvernement et l'AFC M23. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette déclaration? Bon, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que nous sommes dans un processus pour régler le conflit qui nous oppose au gouvernement rwandais. Alors, dans ce conflit, il y a deux aspects. D'abord, le conflit qui nous oppose au Rwanda, d'un côté, et ensuite, la rébellion du M23. Encore que, si on veut prendre en considération la genèse du conflit, c'est l'agression dont la République démocratique du Congo est l'objet de la part du Rwanda. Et le M23 a servi de sous-traitant de cette agression par Bunagana, si vous vous rappelez bien. Ça a commencé par là, avant d'avancer vers le nord et sud Kivu. Alors, il y a le fait que, malgré que l'agression indirecte par le M23 et l'agression directe par le franchissement des frontières internationales de la RDC par une armée régulière, celle du Rwanda, nous ne pouvons plus ignorer celui qui a exécuté l'agression indirecte. Pour quelle raison? Parce que le M23 occupe une portion du territoire de la République démocratique du Congo avec le parrainage de l'agresseur qui est le Rwanda. C'est cela, au fait, la question. Donc, même si nous sommes victimes d'une agression de la part du Rwanda, on ne peut plus ignorer celui qui, de fait, constitue l'autorité contrôlant à la fois l'administration, mais aussi le territoire d'une partie du territoire de la province du Kivu et de la province du Nord Kivu. AFC M23. AFC M23. Donc, c'est ça la question. Donc, nous avons, pour régler le conflit interétatique, déjà conclu un accord signé par les deux ministres respectifs des Affaires étrangères. Il reste maintenant l'étape de la ratification, et là on verra au cours de la discussion, est-ce que oui ou non, le président de la République va convoquer la session extraordinaire du Parlement pour débattre de l'autorisation de ratification à conférer au président de la République, qui est l'autorité compétente en matière de ratification. Le Rwanda l'a fait. Le Rwanda l'a déjà fait, donc il reste maintenant la République démocratique du Congo. Bon. Mais, maintenant, il faut engager de pourparlers avec le poulain de l'agression. Parce que c'est une autorité de fait. C'est ça la question. Bon. Et puis, il faut que l'opinion le sache. Parce que j'entends beaucoup de choses se dire. Il y avait deux possibilités pour riposter à l'agression dont nous sommes victimes. La première? Militaire, une riposte militaire. La deuxième? Pacifique, c'est-à-dire par la voie diplomatique. Bon. Et comme vous savez, je ne cesse de rappeler sur tous les plateaux, la guerre, vous savez comment vous la commencez, mais vous ne savez pas comment elle se termine. Il n'est pas question ici de défaitisme ou de capitulation, mais c'est question d'être réaliste. La région de l'Est de la République démocratique du Congo est une région extrêmement sensible, où se produit beaucoup de drames. Donc, il faut y aller sur la pointe des pieds. C'est pour cette raison que, à la fois, sous la pression, et la pression ici, il faut la voir noblement, c'est-à-dire positivement, de la communauté internationale sur le gouvernement de la République pour user plutôt de la voie diplomatique plutôt que utiliser les armes militaires. Mais les voix se sont élevées aussi à l'intérieur de notre pays pour adouber l'option qui a été prise par la communauté internationale. C'est pour ça qu'on a choisi la voie diplomatique. Alors,
Si on a choisi la voie diplomatique, c'est-à-dire la voie de la négociation, il faut se faire violence pour l'intérêt supérieur du pays. Donc, maintenant qu'on a conclu l'accord avec l'agresseur, il faudrait trouver un compromis avec ceux qui ont joué le jeu d'être le bras séculier de l'agression pour que, finalement, on aboutisse à un accord global. Alors, ici, parce que vous avez parlé de la déclaration de principe, le gouvernement, ou les deux gouvernements, mais aussi les facilitateurs, donc les médiateurs, à la fois le Qatar... Au niveau de l'Afrique, le Qatar et les États-Unis. Voilà. Ils ont préféré utiliser le modus operandi qui a été utilisé pour la conclusion de l'accord de paix. C'est-à-dire, avant d'engager les négociations pour mettre en œuvre à la fois la résolution du Conseil de sécurité, mais cet accord de paix qui a été signé le 27, parce que je vous rappelle que la déclaration de principe mentionne très bien que les négociations qui vont avoir lieu doivent s'inscrire dans le cadre de l'accord de paix signé le 27 juin. C'est là qu'il faut bien voir. Beaucoup de gens ne comprennent pas très bien. Il n'y a pas de contradiction. Mais non, au contraire. C'est une clarification parce que ça montre justement. Parce qu'on dit il faut que les négociations qui vont avoir lieu s'inscrivent dans le cadre de l'accord signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Alors que nous sommes en train de négocier avec ceux qui sont censés être nos compatriotes. Il n'y a pas d'antipode entre l'accord. Donc c'est pour vous montrer que, inévitablement, ceux qui aujourd'hui négocient du côté du M23 reconnaissent très bien, ils ont signé, hein, ils reconnaissent très bien que le Rwanda est quand même leur parrain. Parce que sinon... Mais c'est pas reconnu noir sur blanc, honorable Cheikh Kitundou. Nous sommes en pourparlers. Vous savez, en pourparlers, je crois qu'on en a parlé la dernière fois, c'est le jeu du donner et du recevoir. C'est tout à fait clair. Parce que alors, à quoi servent les négociations si on ne veut pas faire des concessions? Le problème, c'est que les concessions que nous allons faire ne peuvent pas remettre en cause les principes que nous considérons comme cardinaux, c'est-à-dire la préservation de la souveraineté de la RDC et l'intégrité territoriale de notre pays. Ça, il n'y a pas de marchandage du tout. Mais le bas blesse, c'est surtout au niveau du retrait des troupes de l'AFC M23, parce qu'il est dit dans l'accord qu'il faut le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Mais comment l'AFC et M23 vont se retirer du territoire congolais? Non, se retirer, c'est-à-dire cesser tout contrôle politique et administratif de la partie qu'ils contrôlent. Et l'aspect militaire? Parce qu'ils ne sont pas légitimes. Et remettre ce pouvoir à l'autorité légitime qui est le pouvoir central. Ou alors les autorités qui ont été régulièrement élues par la population dans ces provinces-là. C'est ça ce que ça veut dire. Et dans le cas contraire? Dans le cas contraire, inévitablement, je crois qu'il y aura des contre-mesures punitives qui vont être prises, particulièrement par le parrain de ces négociations. Et en l'occurrence ici, c'est quand même la première puissance diplomatique du monde, qui est les États-Unis d'Amérique, qui est en même temps membre prééminent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, ils ont d'abord des moyens punitifs en tant que pays, États-Unis, mais en même temps, il y a aussi des sanctions dans le cadre des Nations Unies. Il y a un comité de sanctions qui siège et qui va examiner cette situation et voir comment on peut mettre en œuvre la résolution 2773. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est au fait un processus pour la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais ce qui ne semble pas être le cas au niveau de la déclaration des principes entre les partis en présence. Bien entendu. Apparemment, on a fait fi de cette résolution 2773. Ah non, lisez encore une fois les principes. Je crois que le deuxième ou le troisième principe, c'est bien marqué. C'est-à-dire, on se réfère à des textes fondamentaux, à commencer d'abord par la Constitution de la République, ensuite la Charte des Nations Unies et ses résolutions, c'est marqué. Hein? Et puis après, l'acte constitutif de l'Union africaine et tous les autres engagements que nous avons pris sur le plan régional. Donc ça, ce sont tous des documents, des références. Honorable Cheikh Kitundou, il y avait déjà un accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des Nations Unies. Mais pourquoi le gouvernement et l'FC M23
ne sont pas arrivés à signer un accord qui est dépassé par la déclaration des principes. Qu'est-ce qui se cache entre l'accord proprement dit et la déclaration de principe? Mais non, mais c'est pour ça qu'il faut clarifier qu'est-ce qu'on entend par la déclaration de principe. C'est ça justement. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est le modus operandi qui a été utilisé dans l'accord qui a été signé le 27 juin par le gouvernement rwandais et congolais. C'est-à-dire on a commencé d'abord, rappelez-vous, par une déclaration de principe. La déclaration de principe, ce sont les termes de référence qui vont guider les pourparlers à vue d'aboutir à l'accord définitif qui, justement, rétablit la paix dans notre pays. C'est ça la question. C'est-à-dire que nous devons avoir une certaine méthodologie pour conduire ces négociations-là. Il ne faut pas sortir de la méthodologie qui a été fixée. C'est ce qui a été décidé dans cette déclaration de principe. Alors, là, il y a déjà dans un premier temps la mise en œuvre de cette déclaration de principe d'ici le 29. Tout ce qui a été dit là doit être respecté en particulier, et ça c'est quelque chose de déterminant, alors que dans une première déclaration que nous avons signée avec le M23, c'était le 23 avril. On a appelé ça la déclaration conjointe à Doha, entre les deux parties. Et là, il était question, on a convenu de l'instauration d'une trêve dans le conflit qui nous oppose au M23. Et la trêve, comme vous le savez très bien, c'est un cessez-le-feu provisoire. C'est-à-dire, comme on dit des fois, la trêve qui n'a pas été respectée. Bon, qui n'a pas été respectée, mais c'était provisoire. Bon. Mais cette fois-ci, dans la déclaration de principe, il s'agit effectivement d'un cessez-le-feu permanent, jusqu'à ce qu'il y ait accord global réglant le conflit qui nous oppose à la fois au Rwanda et au M23. Quand on regarde les réalités en face, honorable Cheo Kitundu, est-ce que vous êtes sûr que l'AFC M23 ont la bonne foi de respecter les engagements pris au travers de cette déclaration de principe? Attends, ils ont pris dans le piège, ils ont signé d'abord, première chose. Et deuxième chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons aujourd'hui deux partenaires importants, sans compter dans le processus formel au niveau africain, Nairobi et Luanda. Aujourd'hui, c'est quand même le Qatar, c'est quand même les États-Unis d'Amérique. Et ici, je vous rappelle que ce sont deux processus informels, parce que ce sont les deux chefs d'État qui, eux-mêmes, ont accepté d'apporter leurs bons offices pour trouver une issue à la crise qui nous oppose au Rwanda. Mais, je pense que, comme cela a été dit, il y a d'abord un mécanisme de vérification du respect des principes qui ont été acceptés des communs accords. Et si ces principes ne sont pas acceptés, en tout cas, ils ont signé. Et comme on dit en droit, les accords doivent être non seulement conclus, mais respectés de bonne foi entre les parties. Si vous n'obtempérez pas au respect de la parole donnée que vous avez signée formellement, alors inévitablement, il y aura des contre-mesures. Vous êtes pessimiste ou optimiste au travers de cette... Raisonnablement optimiste. Et je pense que quand vous regardez la manière dont se déroule le processus qui a été initié depuis Doha et aujourd'hui depuis Washington, vous voyez bien qu'il y a un véritable chronogramme. Il y a une lueur d'espoir. Il y a une lueur d'espoir, et cette fois, je crois que c'est la bonne. En tout cas, ça c'est ma conviction, parce que déjà, on va voir le 29 comment ça va se passer pour ce qui concerne la mise en œuvre. Et puis le 8 août, ça a été très bien précisé, c'est l'ouverture des négociations en vue d'aboutir à l'accord global qui mettra un terme justement au conflit qui nous oppose à la fois au M23 et au Rwanda. On peut bien comprendre la nécessité de voir le ministre congolais de l'Intérieur aller à Doha pour observer comment les négociations se passaient, mais le ministre rwandais de l'Intérieur est allé faire quoi? Mais voilà, justement, c'est pour ça que je vous dis, ça montre très bien, moi ça me réjouit, parce qu'au fait c'est une reconnaissance de la part du M23 qui sont le poulain de l'agression. C'est ça la question. Et puis en plus, il y a un autre élément qu'il faut ajouter, dans l'accord de paix, signé le 27 juin, les deux parties, c'est-à-dire le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais, sont convenus pour veiller à ce que les engagements qui ont été pris soient appliqués, et non en particulier en ce qui concerne le retrait du M23 des zones qu'il occupe, et en même temps le démantèlement des mesures administratives parallèles qu'ils ont mises en œuvre. Les deux parties ont pris cet engagement-là.
Donc, le fait qu'il soit là, c'est bien que vous rappeliez cela, parce que les gens ont cru que, bon, ben écoutez, le gouvernement a envoyé quand même une éminente personnalité négocier, vous l'avez très bien dit. Les 2 ministres sont allés là-bas en tant qu'observateurs. Ils étaient en train d'observer, et pour donner aussi de l'importance à ces négociations, parce que nous voulons à tout prix, de manière assez rapide, mettre un coup de fin à ces conflits qui n'a que trop duré. Que diriez-vous alors à ceux qui pensent que le gouvernement a cédé une partie du territoire national en acceptant d'aller négocier avec le M23 une partie du territoire national, pendant qu'il disait, le gouvernement, qu'il y avait une ligne rouge et qui était tracée et qui n'était pas à franchir? Non, mais c'est ce que je vous dis tout à l'heure. On avait le choix. Je crois que il faut savoir ce qu'on veut. Si il était possible d'opter pour la voie militaire, bon, écoutez, il n'y aura pas de négociation. Si aujourd'hui on a une négociation, nous devons nécessairement éviter la guerre et pouvoir parler. Mais pour parler, comme je vous ai dit, il faut convaincre, mais en même temps être en mesure de faire des concessions par rapport à celui avec qui vous négociez. Parce que si vous venez avec des positions qui sont jusqu'au boutiste, vous n'arrivez pas à la solution. Et je vous dis encore une fois, et ça il faut que les compatriotes le comprennent très bien, le M23 est une autorité de fait aujourd'hui, à la fois à Bunagana, à Bukavu et à Goma. Donc on ne peut plus l'ignorer. Alors, puisque nous avons exclu la voie militaire, il faut parler à ces gens. Je fais un peu du parallélisme. Regardez par exemple, le Hamas détient les otages israéliens. Vous savez ça. Et qui sert d'entremetteur entre le Qatar et Israël, entre le Hamas et Israël? C'est le Qatar. Au moment où je vous parle, il y a des négociations entre le Hamas et Israël pour la libération des otages, alors que le Hamas est considéré comme une organisation terroriste. Mais un gouvernement démocratique négocie avec. C'est pas un aveu d'impuissance? Non, c'est pas un aveu d'impuissance. Parce que vous allez faire comment aujourd'hui là pour libérer les otages, hein? Pour les libérer en vie en Israël? Il faut pouvoir parler avec ceux qui les détiennent pour pouvoir les libérer. Nous, c'est la même chose. Nous devons parler avec ceux qui occupent une partie du territoire pour arriver justement à un compromis. Et ce compromis doit venir parce que c'est là que vous allez juger effectivement l'efficacité de l'implication américaine dans ce conflit. Et c'est pour ça que moi je fais confiance, parce que les Américains eux-mêmes sont d'une part, comme je l'ai rappelé, un membre important du Conseil de sécurité qui a adopté cette résolution 2773 à l'unanimité. Hein, ça il ne faut pas. Et selon le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, donc cette résolution-là est contraignante. C'est la question de la mise en application qui pose problème. Et là, chaque fois, le temps diplomatique ne coïncide pas nécessairement avec le temps politique. Donc nous avons été patients. Donc le M23 doit scrupuleusement respecter les obligations qui découlent de cette résolution, parce que ça provient de l'organe permanent chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est ce que moi je veux vous dire. Donc pour l'instant, nous sommes vraiment dans le bon. Le processus est en train de se dérouler avec un chronogramme bien précis, et il y a lieu d'être confiant, parce que aujourd'hui, je ne pense pas du tout, et d'ailleurs je peux même dire que le M23 compte ses jours. Bien entendu, il y a une lueur d'espoir. Mais il y a de ceux qui pensent que les Nanga, les Bissimois et les autres vont venir à Kinshasa pour occuper des postes, et il faut remettre en cause l'ordre institutionnel établi. Alors là, c'est encore une fois ce qu'il faudra bien comprendre. Et ici, il y a quand même des faits qui ont été commis et des crimes qui ont été commis. Et la justice doit faire son travail. Voilà, la justice fera son travail. Et comme on avait dit, dans l'accord de paix que nous avons signé avec le Rwanda, il y a deux parties. Il y a la première partie qui concerne les relations entre nous et Kigali. Donc là, c'était le retrait des troupes. On a parlé de désengagement. Vous vous rappelez, il y a eu un grand débat ici sur le terme désengagement. Alors que désengagement ou retrait. C'est la même chose. Dans l'accord, on a parlé de désengagement et non du retrait. Mais c'est des synonymes. Et regardez la rose n'importe où, vous trouverez que, même dans le Google, vous regardez, le concept de désengagement, c'est le retrait. C'est ceux qui sont engagés, ils se désengagent. Désengagement des troupes. Et puis en même temps, la question des cessations des mesures défensives. Au fait, ici, vous voyez encore une fois,
On a parlé de mesures défensives au lieu de parler de troupes rwandaises sur la République démocratique du Congo. Au fait, c'est ça, c'est une concession que nous avons faite. Mais pourquoi amadouer, d'aller dans des tournures nous sommes dans les négociations. Liées à des spéculations? Mais c'est ce que je... Non, pas de spéculation. Je crois que c'est tout à fait clair. C'est parce que vous voyez, regardez par exemple la résolution du Conseil de sécurité. Nulle part vous ne verrez mentionner le concept d'agression. Il n'y a pas. Et pourtant, nous sommes agressés. Oui, les conditions constitutives de l'agression sont formellement établies. Mais on ne parle pas. Tout ça parce que nous sommes dans un organe éminemment politique qui ne décide que sur la base des tractations, de pourparlers entre les partis pour arriver à un compromis. Et là, c'est souvent les rapports de force. Alors, il faut chaque fois, pour arriver à un consensus, que chacun se retrouve dans ce que vous allez décider. À partir de ce moment-là, oui, on a abouti. Mais, comme vous voyez, la fameuse résolution a été adoptée à l'unanimité, c'est-à-dire chacun s'est retrouvé dans cette résolution-là. Tout à l'heure, vous aviez parlé de la convocation d'une session extraordinaire au niveau du Parlement pour ratifier l'accord signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Vous avez un chronogramme? Il y a une date prévue pour ça? Non, pas encore. Mais ça, c'est le président qui va décider, parce qu'en fait, c'est le président qui va requérir la convocation de la session extraordinaire du Parlement. Parce que je vous rappelle encore une fois que l'autorité compétente pour la ratification des accords dans notre pays, constitutionnellement, c'est le chef de l'État de la République. Le chef de l'État est président de la République. Mais il y a des traités que le président de la République peut signer seul. Sans passer par le Parlement. Sans passer par le Parlement. Et puis il y en a d'autres. C'est pas le cas pour cet accord? Oui, cette fois-ci, oui. Et le chef de l'État doit, en principe, requérir l'autorisation du Parlement pour ratifier cet accord, parce qu'il s'agit d'un accord de paix. L'article 214 stipule que les accords de paix, les accords de commerce et les accords qui ont été conclus dans le cadre d'une organisation internationale ne peuvent être ratifiés qu'avec l'autorisation du Parlement. Donc là, actuellement nous sommes en vacances parlementaires. La seule possibilité, c'est justement de convoquer une session. Parce qu'on ne peut pas attendre la rentrée, la session prochaine. Bon, mais là, encore une fois, les choses se bougent telle à telle. Tout le monde est pressé. Ok. Donc, mais pendant qu'il y a des efforts, honorable Léonard Tshio-Kitundu, il y a des efforts qui sont faits pour essayer de rétablir la situation entre le Rwanda et la RDC d'une part, et entre la RDC et l'ACM 23 l'autre part. Mais curieusement, l'Ouganda se réveille un matin et ouvre la frontière de Bunagana et de Ishisha. Comment vous trouvez cette action posée et par un État voisin comme l'Ouganda, avec qui d'ailleurs nous opérons ensemble pour traquer les EDF dans la partie du Nord Kivu? En tout cas, sans indiscrétion, moi j'ai attiré l'attention du chef de l'État sur cette question-là dès le départ. Ici, vous savez, il ne faut pas croire que l'Ouganda est l'ami chéri de la République démocratique. Et de cœur avec nous? Pas du tout. Dans cette affaire, le Rwanda et l'Ouganda sont des frères ennemis. Ils se regardent en chaîne de faïence. Les deux se méfient. Mais sur la République démocratique du Congo, il y a une complicité entre ces deux pays. Regardez par exemple Bunagana. Quand le M23 occupe Bunagana, dans un premier temps, c'était pour protéger l'Ouganda contre les ADF. Parce que si... et ils sont entrés par l'Ouganda. Mais voilà, vous voyez, ils sont entrés par l'Ouganda. Bon, et ça c'est un. Donc c'est pour ça que j'avais dit que le M23 sert de bouclier à la fois pour l'Ouganda et en même temps pour le Rwanda. Le Rwanda, c'est à cause de ces fameux prétextes de FDLR. C'est cela justement. Donc il faut voir qu'il y a une certaine complicité entre ces deux pays. Et moi j'avais demandé, en tout cas recommandé à ce qu'on clarifie le comportement de l'Ouganda par rapport à la RDC. Mais qu'est-ce qu'il faut-il faire aujourd'hui? Parce que les frontières sont ouvertes. Oui, les frontières se sont ouvertes, effectivement. C'est ça le problème. Mais exactement comme ça se passe à Goma et le Rwanda, parce que c'est occupé par la rébellion. Donc ce qu'ils ont fait à Bunagana, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui du côté de Goma. Frontières ouvertes, mais vers le Rwanda. C'est exactement la même chose. Donc, nous, on ne peut rien faire alors? Non, nous devons clarifier cette affaire. Je crois que ce sera une autre manche de discussion avec l'Ouganda. L'Ouganda doit être sincère avec nous, encore qu'en politique. Vous savez, la sincérité
il faut la mettre entre parenthèses, parce qu'il y a une question des intérêts. Le grand problème, c'est que l'Ouganda a très peur des ADF. Et bizarrement, c'est exactement comme le FDLR. Qui sont victimes des activités des ADF? Des ADF. Ce sont les Congolais. Ce sont les Congolais, oui, qui sont massacrés tout le temps. Oui, oui. Mais ces gens n'opèrent pas dans leur territoire. Ils opèrent au Congo. Ils opèrent au Congo. Et aujourd'hui, ils sont phagocytés par l'État islamique. Ce qui pose encore d'énormes problèmes. C'est pour ça que moi je dis, maintenant que nous avons une fenêtre d'opportunité avec les États-Unis, nous devons aussi voir comment coopérer avec cette puissance pour voir comment mettre fin aux ADF. Parce que le grand problème de ce côté-là, on lutte contre les gens qui utilisent les moyens asymétriques avec les moyens conventionnels. Non, ce n'est plus le cas. Il ne faut pas envoyer des chars de combat tout pour aller poursuivre des gens, des vrais terroristes qui utilisent d'autres moyens. Il faut aussi... L'information est quelque chose de fondamental. Et souvent, les États-Unis sont spécialisés là-dessus. Je vous rappelle que le rôle qu'ils ont joué d'ailleurs au Moyen-Orient pour combattre le terrorisme est quand même assez concluant. Donc nous devons aussi demander un renforcement des capacités pour lutter contre ceux qui utilisent des moyens asymétriques. Très bien. Alors, je suis tenté de vous poser cette question. Hein. Ouais. Mais non, avec cette architecture qui se dessine et cette lueur d'espoir, où est la place du pacte social prôné et par la SENCO et les CC? Alors, moi, je ne change pas d'avis là-dessus. Bon, peut-être que les gens ont un avis contraire. Vous êtes contre? Moi, j'aurais estimé que dans les priorités, il y a une pyramide de priorités et l'agression est la priorité prioritaire. Excusez-moi la tautologie. Moi, j'estime que lorsque le pays est agressé, écoutez, il n'y a plus de division dans le pays. Ou alors, on se fait complice objectif de ceux qui nous agressent. Vous auriez aimé quoi? D'abord, qu'on se mette ensemble pour bouter hors du territoire ceux qui investissent notre territoire actuellement, en particulier les troupes rwandaises. C'est ça d'abord. Et d'ailleurs, ça peut même faciliter le dialogue à l'interne. Hein, si on se montre unis contre l'agression, qui est l'ennemi commun, hein, à moins que les gens trouvent qu'ils sont alliés à l'agression, alors ça c'est autre chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut tolérer l'agression de notre pays par le pays voisin. Et toute la communauté internationale, d'ailleurs, personne n'accepte ça. Je n'ai jamais encore vu une puissance quelconque ou un pays quelconque qui aurait dit, voilà, nous approuvons l'agression de la République démocratique du Congo, alors qu'il y a la résolution 2773. Donc c'est tout à fait clair. Alors, une fois qu'on a bouté l'agression hors du pays, à partir de ce moment-là, on peut se retrouver à l'interne et puis régler nos comptes, calmement, en toute sérénité. Il n'y a pas de problème. C'est à mon avis là. Mais vouloir établir un dialogue pendant que le pays est agressé, ça veut dire quoi? Il faut appeler aussi ceux que nous sommes en train de combattre pour venir dialoguer à propos de l'agression. C'est pas commode. Hein? C'est en même temps confondre l'aspect interne du conflit avec l'aspect interne. Et en même temps, c'est considérer notre agresseur comme partie prenante du dialogue interne. Enfin, est-ce que nous allons nous mêler de ce qui se passe au Rwanda? Ce n'est pas notre affaire. Mais que le Rwanda ne se mêle pas de nos oignons. Nous tendons vers la fin de cette émission Plateau spécial. Honorable Cheikhou Kitundou, vous êtes élu de Lumumba-Ville. Ouais. Les vacances parlementaires ont déjà commencé. Vous faites quoi à Kinshasa? Bon, c'est là toute la question. Parce que, comme vous savez, Lumumba-Ville est une ville en construction. Et ce que demandent mes électeurs, c'est pour ça que je suis encore ici, c'est justement voir où en est la décision qu'a prise le chef de l'État de voir cette ville construite. C'est la revendication principale de mes électeurs. Donc ici, je fais des démarches d'abord au niveau de la primature et au niveau de vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, qui est aussi responsable de la décentralisation, parce que le Lumumba-Ville est une entité territoriale décentralisée, pour voir comment finalement débloquer les moyens qui puissent permettre à concrétiser, opérationnaliser cette ville mémorielle à l'honneur de notre héros national. La première ministre Judith Suminwa a célébré le centenaire de la naissance de Patrice Emery Lumumba. S'il était en vie, ça aurait été mieux pour vivre cet honneur lui rendu par la première ministre, qui est la première aussi dame, hein, devenir première ministre. Comment vous aviez trouvé ce geste posé par la chef du gouvernement? Oui, il faudrait dire que vraiment, d'abord féliciter la première ministre. C'était aussi notre requête. Et en plus, c'est quand même son illustre prédécesseur,
Donc la Première ministre ne pouvait pas rester indifférente. Simplement, vous voyez la situation géopolitique qui prévaut actuellement dans le pays. Je crois que le gouvernement n'a pas eu la possibilité de célébrer cet événement avec toute je veux dire, dans des conditions qui auraient pu être vraiment beaucoup plus importantes que celles que nous avons vécues dernièrement. On va récupérer peut-être après. Mais il y a le chef de la Première ministre était devant aussi confronté à un dilemme. Soit, si on ne fait rien du tout, c'est comme si on minimisait cet événement important pour une personnalité qui a joué un rôle crucial pour la libération de notre pays. Mais en même temps, si l'on veut faire quelque chose, ce sera à minima parce que les conditions ne sont pas remplies pour ce faire. Alors, finalement, je crois que la Première ministre a opté pour l'idée que nous lui avons suggérée de considérer cette année qui va du 2 juillet à la date de naissance jusqu'au 2 juillet l'année prochaine comme l'année du centenaire. Et puis, il y aura beaucoup d'activités qui seront organisées pendant toute cette année en espérant qu'on va aboutir à la conclusion de cet accord de paix. Et lorsque la paix est revenue, alors je crois que le gouvernement sera mieux disposé à célébrer cet événement du centenaire avec le faste que cela exige. Léonard Shehu Kitundu, le député national, et laissez-moi vous dire merci d'avoir répondu à notre invitation. Ouais. Ça n'a pas été facile avec tous les embouts et consorts, mais vous aviez tenu à y être. Merci pour cette marque de confiance. Merci également à toute l'équipe technique ici présente qui a contribué à la production de cette émission. Grand merci à, il s'appelle comment encore, Evelyne Ikulamba qui a réalisé cette émission. C'est une dame, qui a réalisé l'émission. Même la fois passée, c'est toujours elle. Alors grand merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver prochainement avec la même ferveur. Merci beaucoup, chef. Merci.